Bonjour Charles-Antoine Courcou. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac en ce mercredi 20 novembre avec donc la sortie sur nos écrans de La Reine des Neiges 2. Alors pour ceux qui ont été dans une grotte, La Reine des Neiges, c'est donc cela. Libéré, délivré, tous les parents s'en souviennent et voici donc le deuxième volet aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait le succès du premier Reine des Neiges ? Il est toujours assez difficile de spéculer sur ce qui a fait un succès ou un échec. Dans le cas de La Reine des Neiges, on voit que ça alliait énormément d'éléments de la recette Disney, c'est-à-dire un film en guillemets de princesse. Vous vous rappelez qu'en 1937, le premier Disney, c'est Blanche-Neige, et qu'ils ont depuis exploité un nombre innombrable de figures de princesses. Il y a la tradition de la comédie musicale, l'extrait que vous venez de passer le rappelle, que Disney a toujours gardé vivant au fil de ses productions. Et puis, ce que La Reine des Neiges explorait d'une façon finalement assez riche et qui a sans doute plu, c'est le rapport entre ces deux sœurs, entre deux types de féminité, alors que généralement, ils s'axaient plutôt sur une princesse unique. Et deux féminités très contrastées, avec d'un côté plutôt celle qu'on appelle la Reine des Neiges, mais c'est pas le titre en anglais. En anglais, il faut rappeler que c'est Frozen, donc une femme puissante, autonome, qui sur ce plan symbolique rappelle presque la Méduse, c'est-à-dire celle qui a le pouvoir de figer les personnages en face d'elle. Et puis de l'autre côté, le personnage d'Anna, qui est un personnage peut-être plus sage, plus dans une certaine tradition sacrificielle. Mais les deux représentaient aussi à partir de stéréotypes féminins très marqués. On voit les couleurs, le mauve, le bleu, des paillettes, une silhouette très filiforme, des grands yeux. Donc un mélange, si on veut, à la fois d'un renouvellement de l'autonomie des personnages féminins et en même temps tout ça cadré de façon relativement traditionnelle. Une première Reine des Neiges qui a tout de même rapporté 1,3 milliard de recettes. C'était la première fois qu'un film d'animation dépassait le milliard de recettes. Pardonnez-moi l'expression, mais comme on dit, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Oui, alors c'est sûr qu'une entreprise comme Disney, qui est une entreprise à visée lucrative, essaye toujours de reconduire les succès qu'ils ont rencontrés sous une forme ou une autre. On le voit actuellement à travers toute leur série d'adaptations live action des dessins animés qui ont fait leur succès. Ça a commencé avec le livre de la jungle, mais aussi Maléfique. Ensuite, là, cette année, on est le Roi Lion. Donc, il est sûr que Disney mise de façon toujours très calculée sur les produits qui vont sortir. Ça veut donc dire que Disney n'a plus d'idées, finalement ? Je n'irai pas aussi loin. Il continue d'adapter énormément de choses. C'est surtout une stratégie parce que Disney, ce sont bien sûr des productions filmiques, mais c'est pas seulement ça. Et je dirais même, ce n'est que la porte d'entrée. C'est-à-dire que l'idée de l'entreprise Disney aujourd'hui, qui est incroyablement diversifiée, c'est de faire pénétrer le public, les consommatrices, les consommateurs à travers un monde fictionnel comme ça, et de leur proposer surtout de reproduire cette expérience à travers l'achat de la musique, des déguisements, des parcs à thème, de pouvoir, et puis des services de streaming, de pouvoir finalement revivre cette expérience fictionnelle à travers différents supports. Donc il y a toujours une idée comme ça, au départ plus ou moins originale, mais tirée souvent du folklore ou de personnages populaires, et de réinvestir tout le temps ces univers fictionnels à travers différentes expériences. Vous évoquez la galaxie Disney. Rien qu'en ce qui concerne le cinéma, Disney a racheté la Fox, Marvel, Star Wars. Quand on va au cinéma, finalement, c'est aller voir quasiment un film Disney. La standardisation du cinéma, peut-être même pire, les goûts cinématographiques, ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui, finalement. Bon, mais une des grandes choses qui a changé par rapport à ce qu'on appelait l'ère classique du cinéma hollywoodien, c'est presque la disparition des stars. C'est-à-dire qu'on a moins en moins de stars qui peuvent porter des films, qui peuvent garantir leur rentabilité. Et là, le directeur de Disney, Bob Iger, a été assez clairvoyant en achetant des écuries de personnages. Il a acheté Pixar, qui est une écurie de personnages, il a acheté Marvel et il a acheté Lucasfilm. Et ça l'a permis comme ça de créer des stars à partir de personnages qui étaient déjà très connus. La pire chose pour une entreprise, pour un studio, c'est de sortir des films qui n'ont aucun support préalable, qu'on ne connaît pas, que ce soit en raison parce que c'est pas un roman, parce que c'est pas une pièce de théâtre, parce que c'est pas porté par une star. Donc cette stratégie est une manière de garantir que le produit est déjà un peu connu. Pour terminer, Disney va lancer prochainement sa plateforme Disney+, qui est l'équivalent en gros de Netflix, mais pour Disney. Clairement, le cinéma, c'est plus le relais de croissance privilégié
de Disney? Vous parliez des parcs à thème, mais clairement, maintenant, c'est plus tourné vers la télévision. Bon, tous ces plateformes de streaming, c'est déjà plus de la télévision, c'est du web, donc ça se regarde différemment avec des pratiques, oui, de visionnage très spécifiques. Là, Disney se lance, mais il n'y a pas que Disney qui se lance, il y a aussi Warner avec HBO Max. Il va y avoir une période d'incertitude, il va y avoir forcément, entre guillemets, des gagnants et des perdants, et on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le studio qui se bat le plus pour la chronologie des médias et pour garder les films en salle, c'est Disney, parce qu'ils rencontrent des succès absolument phénoménaux en salle. Donc, ce sont les premiers à défendre avant tout l'exploitation en salle. Pour terminer, Charles-Antoine Courcou, vous n'échapperez pas à la question. Est-ce que vous allez aller le voir, ce fameux Frozen Reine des Neiges 2? Oui, sans doute. Je dois dire qu'il y a une certaine curiosité par rapport à ce qu'ils vont faire des personnages. Je voyais la nouvelle musique qu'ils avaient lancée, Into the Unknown, l'idée que peut-être qu'après ce premier volet, il y aurait une exploration, là aussi très classique, de l'inconscient à travers, de toute évidence, un univers comme ça, chaotique. Oui, il y a un intérêt. En même temps, je ne me précipiterai peut-être pas le premier week-end. Merci beaucoup, Charles-Antoine Courcou. Je rappelle que vous êtes historien du cinéma à l'UNIL. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.